Alors, jour 17, on continue sur le purple teaming. On va voir, alors, filtrage pour la commande au milieu du chaos. Alors, le contexte, après avoir géré des téléchargements de fichiers sans restriction et des vulnérabilités SQLI, Max Kiddy a continué de consulter les applications web du Père Noël. Elle est tombée sur des entrées soumises par les utilisateurs qui ne sont pas reconnaissables et certaines sont même à la limite d'être malveillantes. Elle a ensuite découvert que l'équipe du Père Noël n'avait pas mis à jour ses applications web depuis longtemps, car elles avaient clairement besoin de plus de contrôle pour filtrer les abus. Est-ce qu'on peut aider Max Kiddy à rechercher et à apprendre une technique utile pour gérer cela à l'avenir? Alors, à ce stade, nous sommes déjà bien conscients des problèmes de sécurité concernant la validation des entrées. Analogue aux fortifications, aux murs de votre château, si on doit faire une métaphore avec notre application, c'est la première ligne de défense contre un éventail de scénarios allant d'une mauvaise utilisation inoffensive à des intentions clairement malveillantes. Valider l'entrée, maintenant vous le savez, mérite l'effort. Donc valider l'entrée mérite le même effort que son homologue médiéval en termes de hardening, de durcissement, en termes de défense. Donc clairement, si on fait pas ça, on voit clairement que on va avoir des vulnérabilités, des vecteurs d'attaque et par conséquent, on pourra exploiter notre application. D'accord? Le jour 15, on a parlé de la validation des entrées, on a mis en exergue, en lumière, que le problème des téléchargements de fichiers sans restriction et on a vu qu'on pouvait pousser une RCE, récupérer la main sur le serveur. On a vu maintenant dans la précédente vidéo les failles SQLI. Donc, on va continuer à explorer la validation des entrées, mais cette fois-ci dans un sens plus large. Donc, on va continuer de parler des validations des entrées, mais on va toucher à un des cas les plus complexes, c'est-à-dire les champs de texte de forme libre, suivi d'une discussion rapide sur la façon dont on peut avancer au niveau de votre apprentissage pour avoir de bonnes pratiques pour coder des applications sécurisées. Et ça va bien au-delà, malheureusement, des validations des entrées. Sinon, ça serait trop facile. Alors, on va revoir les fondements, on va aller au fond du sujet, comme d'habitude. Et généralement, on a un moyen de valider les entrées, c'est d'abord de voir comment une donnée spécifique sera testée par le reste de notre application. Le jour 15, c'est un bel exemple qu'il faut garder à l'esprit. On a vu que clairement, on pouvait en abuser. Et le téléchargement de fichiers sans restriction peut être extrêmement sensible. Ensuite, les données passent ensuite par des vérifications de syntaxe et de validation sémantique. Donc, quand on parle de sémantique, on parle du sens pour garantir que les valeurs fournies par les utilisateurs sont à la fois appropriées dans leur syntaxe, c'est-à-dire que la réponse suit le contexte approprié posé par la question, et ensuite leur valeur en termes de logique. La valeur, est-ce que ça a du sens pour notre question, la question qui est posée? Donc techniquement, si on reprend notre exemple du jour 15, on avait vu le CV, vous ne pouvez pas taper manuellement votre CV dans le champ de saisie. Le formulaire demande un fichier, donc c'est tout simplement pas ce qui est demandé. Et vous ne pouvez pas simplement télécharger un fichier. Il doit suivre un ensemble de règles très spécifiques dont la mise en œuvre ont été discutées dans les dernières parties de notre tâche. Donc c'est là où intervient la liste blanche, ce qu'on appelle des whitelists et des blacklists, où vous pouvez être très précis avec ce que vos formulaires éventuellement accepteraient, ou on pourrait immédiatement dépouiller ou même laisser tomber ceux qui ne correspondent pas à la catégorie autorisée prédéfinie. Alors, on va parler un petit peu d'HTML5 et des regex, les expressions régulières. Alors, les fonctionnalités intégrées dans HTML5 aident beaucoup à la validation des entrées fournies par l'utilisateur. En fait, elles permettent de minimiser la nécessité de s'appuyer sur du JavaScript pour le même objectif. On a l'élément input qui a spécifiquement un éventail de capacités très utiles qui sont centrées sur la validation de formulaires. Alors, par exemple, le type input peut être défini pour filtrer spécifiquement un email, une URL ou même un fichier. D'accord? Ou d'autres choses. Il va vérifier rapidement si l'entrée fournie par l'utilisateur correspond ou non au type de données que le formulaire demande, et donc les commentaires sur sa validité sont immédiatement envoyés à l'utilisateur. Pour un contrôle avec encore plus de granularité, au niveau de l'entrée fournie, les expressions régulières qu'on appelle regex peuvent être intégrées dans ce mélange. On va pouvoir simplement, dans l'attribut modèle, placer
un élément, input, hein, et puis ça y est, c'est parti. Hein. Donc, vous avez des expressions régulières que vous pouvez apprendre et que je vous conseille d'apprendre. Je vous mettrai une ressource. Hein, allez voir regularexpression.info. Et voici quelques exemples. D'accord? Donc, input type, on lui place un texte. ID est égal à uname. Name est égal à uname. Et on lui place un pattern. Dans le pattern, on utilise des expressions régulières. On lui dit, bah, écoute, faut que ça soit la casse. Hein, alors, qu'est-ce qu'on peut lui rentrer? En name, eh ben, tu as le droit de petit a à petit z, d'accord? Tu as le droit de grand A à grand Z et tu as le droit de 0 à 9, d'accord? Pour me passer une chaîne de caractères. Un email, écoute, bah, je te donne le pattern. Pareil, je vais utiliser les expressions régulières. Il faut que tu mettes ton mail, donc ça sera toto.lehacker par exemple, et automatiquement, hein, là, qu'est-ce qu'on fait? On concatène @tryhackme.com. D'accord? Et puis on fait de l'échappement, donc on a besoin de notre anti-slash. D'accord? D'accord? Donc là, on voit que le motif de la première ligne située est facilement l'un des modèles d'expression régulière les plus fondamentaux que l'on puisse utiliser. L'instruction est de faire correspondre toutes les chaînes spécifiquement composées uniquement de lettres et de chiffres. D'accord? Un modèle alphanumérique qui est insensible à la casse. Et la deuxième ligne, c'est un peu plus pointu. Grosso modo, on spécifie qu'un email peut avoir n'importe quel caractère au début tant qu'il se termine par @tryhackme.com. Donc développer des expressions régulières, ça peut être intimidant, hein, puisque c'est très complexe, mais encore une fois, plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile, et surtout sa capacité à faire correspondre à des modèles très spécifiques, c'est ce qui le rend spécial. Hein. Pour faire des recherches, pour faire de la substitution dans du texte, des modifications, pour écrire des règles, d'accord, pour vos filtres, pour écrire des règles, Yara, par exemple, d'accord, en Blue Team. Tout ça, ça va être utile. Hein. Les expressions régulières, vous devez apprendre le plus tôt sera le mieux parce que vous allez voir que vous vous en servirez partout, 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 partout. Et ça vous fera gagner un temps fou. Donc les expressions régulières bien construites introduisent un excellent moyen de filtrer immédiatement les entrées fournies par l'utilisateur qui ne correspondent pas aux exigences spécifiques que vous avez définies. Donc je ferai des modules entiers, hein, je vous avais déjà fait quelques modules sur les Redex, je vous le mettrai encore une fois en description. Là on va resurvoler les bases, d'accord, et après on fera une série de vidéos dédiées au Redex. Hein, j'ai encore des CTF et des cours à faire. Comme je vous ai dit, ça viendra en 2023. Si je suis pas mort. Putain, faut que j'arrête de dire ça, je vais crever avant la fin de l'année. Bon, Redex, je touche du bois. Vite, touche ma tête. Et pas que. Alors, Redex 101. Vous le savez, le 101, c'est-à-dire les bases pour introduire un sujet. Alors, on va parler de quelques conseils sur les Redex, les expressions régulières, un reg comme regular et ex comme expression, expression régulière. Alors, je veux que ça égale toute minuscule, caractère alphabet, latin ou anglais ou français. Mon Redex, ça sera quoi? Ça sera entrecroché de A à Z. D'accord? Alors, si on déconstruit sa structure, les crochets, ça indique que vous essayez de faire correspondre un caractère dans l'ensemble des caractères à l'intérieur d'eux. Par exemple, si on essaie de faire correspondre une voyelle de l'alphabet anglais, nous construisons nos Redex comme suit. A, E, I, O, U. Ça tombe bien. En français, c'est pareil. L'ordre des personnages, alors l'ordre des caractères n'a pas d'importance. Hein, il correspondra à la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'aurais pu mettre quoi? U, O, I, E, A. J'aurais pu mettre quoi? I, E, A, O, U. J'aurais pu mettre I, O, U, A, E ou E, A. Bref, vous avez compris, peu importe. Les crochets peuvent également accepter une gamme de caractères en ajoutant un trait d'union, comme le montre notre exemple d'origine, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout définir. Je pourrais faire, en fait, le A-Z correspond à quoi? Si vous avez suivi, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Ben, on va pas s'emmerder. De A à Z. D'accord? Je fais mes 26 lettres de l'alphabet. Ok, on peut également mélanger hein, et faire correspondre des jeux de caractères. C'est ce qu'on a vu précédemment. Je peux lui passer quoi? Bah, de A à Z et de A majuscule à Z majuscule.
D'accord? Ça signifie n'importe quel caractère de l'alphabet anglais, américain, euh, français, hein, latin, ce que vous voulez. D'accord? Et on peut faire aussi quoi? Je veux que de la minuscule et de 0 à 9. Dans ce cas-là, je fais un A-Z 0-9. D'accord? Et j'encapsule ça dans mes crochets. Donc, on va parler un peu des opérateurs de Redex. Le wildcard le plus connu, c'est le point. D'accord? Et là, tu vas me dire, mais attends, tu me parles tout le temps du wildcard, tu me dis que c'est Astérix, c'est l'étoile. Oui, mais pas que, en fait. D'accord? On a plusieurs opérateurs wildcard. L'initial, c'est le point. Hein. Ça signifie grosso modo une redex qui correspond à tous les caractères. Et c'est encore plus puissant lorsque c'est utilisé avec justement l'astérix, le plus, où on va utiliser min, max, hein, minimum, maximum. L'astérix, pour rappel, l'opérateur étoile, c'est utilisé si si vous ne vous souciez pas si le jeton précédent correspond à quelque chose ou non. D'accord? Tandis que l'opérateur le plus utilisé, si vous voulez vous assurer qu'il correspond au moins une fois. D'accord? Donc, quelle est la différence entre le wildcard et le plus? L'étoile, en fait, c'est utilisé si vous ne vous souciez pas si le jeton précédent correspond à quelque chose ou non. Qu'est-ce que j'entends par là? Si je mets un astérix.txt, tout ce qui commence, et je me fous hein, de ce que c'est, tout ce qui commence par quelque chose, .txt. D'accord? Par contre, je peux mettre un plus. Je peux mettre un plus point txt. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, cette fois-ci, l'opérateur plus, c'est si on veut s'assurer qu'il correspond au moins une fois. D'accord? Donc, faut qu'il y ait au moins quelque chose et que ça se termine .txt. Ensuite, on a... Donc, quelle est la différence entre l'opérateur étoile? C'est qu'on ne se soucie pas si le jeton précédent, donc ce qu'il y a avant, on parle de jeton, hein, correspond à quelque chose ou non. Donc, on parle de token hein, en anglais. À l'inverse, le plus, l'opérateur plus, il est utilisé si on veut s'assurer qu'il correspond au moins une fois, d'accord? Une occurrence, ça c'est important. Ensuite, on a nos accolades, hein, bouclés. Quant à lui, bah, ça spécifie le nombre de caractères, hein, le min-max qu'on souhaite faire correspondre. Alors, on va prendre des exemples pour que ça soit plus parlant pour vous. Là, sous les yeux, vous voyez qu'on a ajouté notre opérateur plus, mais à la fin. Donc, ça doit correspondre à une chaîne alphanumérique insensible à la casse. Pourquoi? La casse, pour rappel, c'est la différenciation entre les minuscules et les majuscules. Là, j'ai les deux. AZ minuscule, AZ majuscule, 0 à 9. D'accord? Donc, notre modèle, ça sera celui-ci. L'opérateur plus à la fin, je vous disais, c'est qu'on veut faire correspondre une chaîne et qu'on ne se soucie pas de sa longueur, hein, tant qu'elle est composée de lettres, de chiffres, quel que soit leur cas. D'accord? Si on veut s'assurer que la première partie de la chaîne est composée de lettres et que nous voulons qu'elle corresponde et qu'il y ait par exemple des chiffres à la suite, on va mettre notre petit chapeau. D'accord? Et on va utiliser l'opérateur $. Alors, si on décompose, c'est ce qu'on appelle des anchors hein, en anglais. C'est ce qu'on appelle de l'ancrage, en fait, techniquement. Donc, c'est ce qu'on appelle des ancres. Littéralement, on parle de anchor. Donc les ancres, en fait, ça désigne respectivement les débuts et la fin de la chaîne que nous voulons faire correspondre. D'accord? Comme on veut s'assurer que le début de la chaîne est composé uniquement de lettres, on met l'opérateur hein, qu'on utilise pour faire des carrés et on voit la logique. Je commence, je mets mon chapeau. C'est quoi? C'est le début de la chaîne. J'injecte quoi? Là, je fais un A à Z de A majuscule à Z majuscule. Insensible à la casse, d'accord? Plus, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on a vu? On voulons faire correspondre une chaîne, mais peu importe, tant qu'elle est composée de lettres, en quoi? En minuscule et en majuscule. Après, elle est suivie de 0 à 9, donc de chiffres, et on met notre wildcard. Le wildcard, il prend tout ce qu'il y a à gauche et il dit peu importe ce qu'il y a, hein, tu finis la chaîne. Après, $, fin de la chaîne. D'accord? Donc, ça permet de faire notre expression régulière. On commence uniquement des lettres, puis on passe à des chiffres. Si on veut faire correspondre des lettres minuscules qui ont une longueur comprise entre 3 et 9, c'est là qu'on va utiliser notre min-max entre accolades. Qu'est-ce que je fais? Je commence ma chaîne avec mon chapeau A à Z, pas de problème, c'est du minuscule. Et je mets mon min-max. Mon min, c'est 3, mon max, c'est 9, et je mets mon $, fin de la chaîne.
D'accord? Donc pareil, si éventuellement on veut une chaîne qui commence par 3 lettres qui sont suivies par n'importe quels 3 autres caractères, qu'est-ce que je lui casse là? A à Z, donc minuscule, majuscule, je lui mets mon min, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah encapsuler notre point, on a vu quoi? Le point, tout caractère. Ok. Mais mon tout caractère, mon point, il est quoi? Il est encapsulé entre mon min et mon max. Donc tout caractère de quoi? Minimum longueur de 3 et maximum de 3. Donc 3, tu l'as compris. D'accord? Alors, on va prendre des exemples concrets parce que sinon on parle dans le vent et si vous débutez, ça va pas vous aider. Alors, je vais zoomer un peu pour vous. C'est là qu'on va jouer avec nos expressions régulières. Je fais 4, sauf que plutôt que l'afficher sur l'écran, on va passer ça à grep et avec grep, hein, on va jouer avec nos expressions régulières. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé d'afficher 4 LX, sauf que plutôt que l'afficher sur l'écran, je le passe au programme grep. Et à grep, je lui dis, écoute, tiens, je te donne une expression régulière. Vous savez que grep vous surligne en rouge ce que vous lui avez demandé. D'accord? Donc on peut faire des recherches simples. Hein. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Si on n'utilise pas des expressions régulières, généralement, on utilise une chaîne de caractères. Je peux lui demander Toto, le hacker. D'accord? Ok, pas de problème. Mais on va utiliser nos expressions régulières. Donc là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc on voit qu'il nous sélectionne tout ce qui est en minuscule, de A à Z. Pas de problème. De A à E. Pareil. Tu vois qu'il t'affiche que de A à E. J'espère que c'est clair. D'accord? De A à B. D'accord? Mais dans ce cas-là, je peux dire quoi? AB? Ah, ça marche aussi. D'accord? Comment je sais ça? Ben, je vais t'ajouter un B et tu vas le voir. D'accord, incroyable. ABC? D'accord. ABC est égal à AC? Incroyable. D'accord? Donc pareil, hein, on va en parler pendant des heures des Redex, hein, mais comprendre qu'il y a toujours il y a toujours plusieurs façons de faire. D'accord? Donc là, on a vu les simples. Hein, on a vu que là, en l'occurrence, je voulais quoi? Que des minuscules. Maintenant, si on passe à quoi? Si je lui demande le petit a, hein, grand Z, ok, il me prend que les majuscules. Tu te rappelles ce qu'on a vu? A, Z? Là, il te prend tout. D'accord? Tu veux quoi? Aussi des numcars? 0, 9? Il te prend tout. À part, quoi? Les caractères spéciaux. Donc maintenant qu'on a vu nos opérateurs, vite fait, on a aussi le principe de regroupement et d'échappement, ce qu'on appelle un bypass. Ok? Avec ça. Alors, ça, c'est le regroupement. Ça, c'est notre échappement. D'accord? Alors, le regroupement, ça permet de mieux gérer la correspondance des parties spécifiques au niveau de l'ancrage, hein, pendant que l'échappement, il est utilisé pour que nous puissions faire correspondre des chaînes contenant des opérateurs d'expression régulières. Et enfin, on a le point d'interrogation, hein, qui est également un opérateur qui est utilisé pour indiquer que le jeton précédent est facultatif. Alors, je vais vous donner un exemple. Imaginons que je veux faire correspondre quoi? Je veux faire correspondre deux chaînes. Tout d'abord, tryhackme.com et tryhackme.com. Je peux dire, alors, je vais d'abord utiliser un regroupement. Premièrement, on met quoi? Un début de chaîne. Alors, je vais faire un copier-coller, encore une fois. Je vous ai dit, je peux pas taper, sinon ça bug, ça m'énerve. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Ok. Donc, putain, mais vas-y, putain, mais nique ta race. Donc, 4, Toto, grep. Alors, je repars. Début de chaîne, on a vu. Je regroupe quoi? Les www. Point quelque chose. Là, je cale un échappement. D'accord? Ça me permet l'évasion, comme on a vu. Ensuite, le point d'interrogation, pour indiquer que le jeton précédent est facultatif, c'est-à-dire soit il y a un www point avant ou pas. En effet. Ensuite, qu'est-ce que je recherche comme chaîne? Je recherche tryhackme.com. Sauf que là, il y a un point. Donc c'est pareil. Il faut qu'on l'échappe. Et il faut qu'on précise la fin. Donc, $.
Donc le regroupement a permis à l'opérateur du point d'interrogation d'opérer au niveau de sa magie en faisant correspondre les deux chaînes avec ou sans www au début. Et enfin, on a notre tryacme.com, le dollar, donc l'opérateur marque la fin de la chaîne qui est précédée par le tryacme au niveau de sa chaîne, échappé par le point et la chaîne com. Donc on met le point pour bien séparer. Sinon, grep il va croire que on veut remplacer tout n'importe quel caractère dans tryacme et dans com. Et c'est pas le cas. Donc il est impératif de noter que l'opérateur wildcard peut conduire à de la fainéantise, par conséquent une mauvaise utilisation. En tant que tel, il est toujours préférable d'utiliser des jeux de caractères dans les parenthèses, surtout lorsque nous validons les entrées, parce qu'on veut qu'elles soient parfaites. Alors, on va revoir les bases avant de passer à un exercice que vous compreniez mieux. Mais, je résume. Ça, c'est mon jeu de caractères. Ça correspond à n'importe quel caractère, n'importe quelle plage de caractères qui est située à l'intérieur. Mon wildcard, ça correspond à n'importe quel caractère. Mon autre wildcard qui est l'étoile. Le quantificateur d'étoiles, l'astérix, ça correspond au jeton précédent qui est soit 0 fois, soit plusieurs fois. D'accord ? Ensuite, on a le plus. Alors là, quelle est la différence avec l'étoile ? C'est une ou plusieurs. Tandis que l'autre, c'est 0 ou plusieurs. D'accord ? Ensuite, on a vu qu'on a dans nos accolades, nos curly braces, on a notre min max. Donc, pas de problème. Ça, on l'a vu. On a vu notre min max. Spécifie combien de fois le jeton précédent peut être répété. Ensuite, on a notre regroupement avec nos parenthèses. Regroupe une partie spécifique de la redex pour une meilleure gestion. On a notre échappement avec notre anti-slash. D'accord ? Échappe à l'opérateur redex pour pouvoir être assorti. Donc notre échappement au niveau de l'opérateur, le jeton précédent est facultatif, notre petit chapeau que je peux pas taper mais qui correspond au point d'ancrage et notre dollar qui est spécifique, le jeton précédent est à la fin de la chaîne. Alors maintenant on va parler un peu des cas uniques du texte en forme libre. En fait, toutes les techniques qu'on a couvertes jusqu'à présent dans cette tâche concernent principalement des données structurées, des données auxquelles nous attendons déjà à quoi elles vont ressembler. Cependant, par rapport à la validation des données structurées, le texte libre est beaucoup plus complexe. Et c'est peu simple. Les données structurées, elles ont des caractéristiques inhérentes qui nous permettent de les différencier assez rapidement. D'accord ? Par exemple, les noms ne doivent pas être constitués de caractères spéciaux. Certains noms en ont, mais ceux-ci peuvent être whitelistés. Donc vous le savez, dans certaines langues, on a des caractères spéciaux. Le français, c'est le meilleur exemple. D'accord ? Je te dis avec accent, dans âge, ça, franchement, l'anglais, il comprend pas. Je te dis les accents circonflexes, accent aigu, accent grave, etc., etc. D'accord ? Si on doit parler de l'âge, justement, ça ne doit être composé que de nombres, avec un maximum de 3 caractères. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans, d'accord ? Mais jusqu'à 1000 ans, ça risque d'être compliqué. D'accord ? Les contrôles de syntaxe et de validation sémantique peuvent être effectués immédiatement sur eux, histoire de gérer le chaos que va apporter malheureusement le texte libre. Donc en revanche, les champs de texte libre sont plus libres pour tous et les contrôles de validation sont donc plus limités. Le défi, c'est de les sécuriser. C'est généralement beaucoup plus complexe. Le but, comme tout grand ingénieur, c'est de solutionner ces défis et de tirer parti de ce qui nous est donné. Voilà quelques considérations sur lesquelles réfléchir. Tout d'abord, on doit se poser la question de savoir comment cette donnée sera traitée, d'accord, par le reste de la demande. Ensuite, quel sera le contexte dans lequel ce champ de texte libre sera utilisé. Les champs de texte gratuits pour les articles de blog sont abordés très différemment des champs de texte utilisés pour une petite section de commentaires ou un champ de texte descriptif. Ensuite, le champ de texte libre est nécessaire à vos fins commerciales, en premier lieu. Ou peut-être pourrait-il être mis en œuvre différemment tout en atteignant le même objectif. Ceci est essentiel à savoir aussi dans le cadre de la rédaction de notre code sécurisé. Il est préférable d'éviter d'écrire des codes vulnérables, comme vous le savez quand on développe une application. Ensuite, la partie délicate. Étant donné que la syntaxe et les contrôles sémantiques sont à peu près impossibles en raison de la nature des champs de texte sous forme libre, notre meilleur pari, c'est d'avoir un peu de contrôle en utilisant
du whitelisting, de blanchir. Donc, on a une feuille de triche au WASP qui répertorie les techniques générales pour effectuer une liste blanche qui peuvent être résumées comme ce qui suit. 1. Assurez-vous qu'aucun caractère non valide n'est présent lors du codage approprié, et les caractères attendus et les jeux de caractères doivent être placés en whitelist. D'accord ? Alors, on va prendre un petit exemple pour que ça soit plus parlant. On va examiner du code de base, on va un snippet, et le programmeur, il tente de récupérer des détails habituels auprès d'un utilisateur. Alors, c'est ce qu'on a sous les yeux. Donc, on voit qu'on a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5 input. On voit le nom, name, donc le nom, l'âge de naissance, l'email, l'âge, le site favori, d'accord ? Et ensuite, no rows, no colonnes, comment c'est placé, présentez-vous, grosso modo, d'accord ? Donc, on voit que c'est un cauchemar, parce qu'il y a de nombreuses alarmes en termes de sécurité. Vous avez des risques d'obtenir aussi des tonnes de réponses. Donc, toutes ces entrées de texte, par défaut, les champs d'anniversaire et d'âge peuvent recevoir des réponses qui ne se trouvent pas dans leur contexte spécifique. De plus, les utilisateurs malveillants peuvent avoir libre cours sur ces champs, et c'est un terrain de jeu gratuit pour eux, pour lequel ils vont pouvoir bricoler. Est-ce que je pourrais pas faire quoi ? Des injections XSS, etc., etc. D'accord ? Donc, quel est le problème essentiel ? Tout d'abord, aucune validation d'entrée est effectuée. D'accord ? Donc, on pourrait le corriger et revoir le code. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On voit qu'on a remplacé l'input name par un input type. D'accord ? Et ensuite, on lui classe le name. D'accord ? Donc, on voit que le type texte, c'est pour le nom. Le type date, c'est pour l'anniversaire. Le type email, c'est pour l'email. Le type number, c'est pour l'age. Le type URL, pour le site favori. Et là, ça prend tout de suite un peu plus de sens. Donc, ça paraît tout simple, mais il y a déjà un monde entre le premier snippet qu'on a vu et celui qu'on vient de modifier. Notez que la sécurité n'était pas au centre de ces changements, mais elle réussit principalement à atténuer le bordel, puisque c'est une meilleure mise en œuvre que l'implémentation qu'on avait fait initialement. D'accord ? Donc c'est basique, c'est un exemple de vérification de syntaxe qui est effectué au niveau du calque HTML. D'accord ? Cependant, cette mise en œuvre est, encore une fois, susceptible d'être utilisée à mauvais escient, en particulier par des utilisateurs très coquins. Et vous connaissez Toto le hacker, il est très coquin. Donc, corrigeons-le davantage et revoyons les modifications qu'on peut faire. Alors, vous les avez là, essentiellement. On voit quoi ? On voit que pour le nom, on a mis un minimum length et un max length et un size, tout simplement. Pareil pour les dates, c'est dur que je doute que tu sois né avant 1900, d'accord ? Et si tu es né en 2014 et qu'on est en 2022, tu es peut-être un peu trop jeune pour te connecter sur le site. Tu entends ce qu'on vient de faire. Et 3, required pattern, on vient d'utiliser une expression régulière, comme on l'a vu, avec un size de 30. D'accord ? Alors, on va décomposer. Donc ces modifications, c'est à la fois des techniques de vérification sémantique et de liste blanche, en utilisant également des vérifications de syntaxe existantes dans l'implémentation précédente, afin de filtrer davantage les valeurs autorisées qui peuvent être fournies dans l'entrée de champ. Alors, si on prend tout à droite, vous le voyez, on a le champ de nom, par exemple, qui a été écrit pour un maximum de 70 caractères. Alors, c'est encore assez long, mais ça reste un peu plus raisonnable. Et en outre, cela peut être filtré granulairement grâce au numéro de liste noire, des symboles spéciaux. Mais pour nos besoins, pour l'instant, on va se satisfaire de ça. Ensuite, le champ de date est modifié. Donc la date la plus ancienne qu'il permettrait, c'est 1900. La dernière, c'est en 2014, avec l'hypothèse de travail que le plus jeune utilisateur du site web aurait 8 ans. D'accord ? Donc le champ de messagerie est également été remanié pour n'accepter que les emails Try Hack Me, tandis que le champ URL est encore réduit pour accepter que les styles Try Hack Me comme réponse au champ Fav Website. Donc les contrôles sémantiques doivent suivre le contexte commercial approprié pour être efficaces. Par exemple, la mise en œuvre ci-dessus. Donc
par exemple, hein, la mise en œuvre qu'on vient de faire, elle est plutôt orientée vers quoi? Vers le personnel de Try Avec Me, hein, qui est marqué par le champ de messagerie, hein, qui n'accepte quoi? Bah, ça tombe bien que les mails qui viennent de Try Avec Me. En outre, l'application des fondements de validation des entrées garantit non seulement que les données fournies sont appropriées, mais elle limite également considérablement la surface d'attaque des champs de saisie, hein, en particulier ceux qui nécessitent des données structurées. Alors, on n'a pas encore parlé du text area, hein. Le text area, grosso modo, ce champ à la fin d'un bloc de code. Le texte libre, comme je vous le disais, est unique, de telle manière que l'application de la syntaxe et les vérifications sémantiques est à peu près impossible. Donc, afin de la sécuriser, on prend besoin de définir quel contenu on veut, par exemple des caractères, un jeu de caractères, des symboles, bref, ce qui est acceptable pour nous en termes de sécurité et du bon fonctionnement, hein, de la logique de l'application, et on effectue une liste blanche, hein, réelle. Mais alors, ça ne serait pas suffisant, hein, car c'est toujours un champ qui reste assez ouvert, et donc on a des techniques telles que l'échappement des sorties et l'utilisation de requêtes paramétrées, entre autres, hein, qui devraient être implémentées aussi également. Donc il nous faudra également l'utilisation de requêtes paramétrées, hein, entre autres, qui devraient être mises en œuvre. Ensuite, on va parler côté client et côté serveur, donc front-end et back-end. Donc notre discussion a été orientée vers l'utilisation de la validation des entrées pour garantir que les données qu'on obtient des utilisateurs ne sont pas des déchets, hein, ce qu'on appelle du garbage en anglais. La validation appropriée des entrées côté client limite les abus et minimise la surface de l'application. Cependant, naturellement, elle ne couvre pas activement les cas d'utilisation malveillante. Contrairement aux exemples ci-dessus de validation des entrées implémentées côté client, les sorties s'échappant et utilisant des requêtes paramétrées sont implémentées côté serveur, ajoutant une charge informatique au serveur, mais finalement, vous le savez, ça aide à sécuriser l'application dans son ensemble. Autant, si je fais les vérifications côté client, je sais qu'un client malicieux peut modifier son client ou modifier les requêtes, hein, qui sont faites. Burp Suite, c'est le meilleur exemple. D'accord? Autant, si c'est côté back-end, il faudra pirater le back-end pour pouvoir bypass ces vérifications. D'accord? Donc nous, quand on attaque une application web en rouge, qu'est-ce qu'on fait? Première phase, on contourne tous les filtres côté client dans ton navigateur. On va faire simple. Et ensuite, il faut contourner les filtres côté serveur. Et là, c'est plus costaud. Mais ça reste pas impossible. Donc encore une fois, hein, ne faites jamais confiance à l'abonné. Ne faites jamais confiance à l'utilisateur malgré la validation. Et déporte, même si ça apporte une charge au serveur, déporte constamment les vérifications les plus critiques côté back-end. Alors, on va prendre un peu de PHP. On a une fonction PHP intégrée pour échapper à tout caractère qui pourrait affecter l'application. On l'appelle HTML Entities, d'accord? Donc on a notre variable name, on lui passe la fonction HTTP HTML Entities, on lui met quoi? Notre $get, on veut récupérer la valeur d'un paramètre qui s'appelle name, et on voit que à la suite, on lui passe quoi? Ent quotes, ent HTML5, UTF-8, d'accord? On a différents paramètres. Donc ça convertit tous les caractères éligibles en entités HTML, d'accord? C'est ce qu'on voit là. Donc c'est identique à la fonction HTML special cars, hein, sauf que les caractères qui sont équivalents et en entité HTML sont effectivement traduits. Donc on a la fonction get HTML translation table qui peut être utilisée pour retourner la table de traduction utilisée en fonction des constant flags qui sont fournis. Alors, string, on a la chaîne de caractères et on a nos flags par défaut. ENT codes, substitute, ENT HTML 401. Donc nous, on a vu qu'on passe ENT codes, donc ça convertit les guillemets doubles en guillemets simples. Ensuite, ENT HTML5, ça gère le code comme étant du HTML5, vous l'avez compris, et on lui passe UTF-8 puisqu'on veut l'encoding. L'encoding, c'est un argument optionnel qui définit l'encodage utilisé lors de la conversion des caractères. Si c'est omis, la valeur par défaut du paramètre encoding est en fait la valeur de l'option de configuration default _char7. Nous, on a vu qu'on utilise l'UTF-8. Pas de secret jusque-là. Unicode 8 bits multi-octet compatible ASCII. D'accord? Celui qui est quasiment le plus utilisé.
D'accord? Donc, malgré le fait que cet argument soit techniquement optionnel, vous êtes vivement encouragé à spécifier la valeur correcte pour que votre code, si l'option de configuration default underscore car7 a été définie de façon incorrecte pour l'entrée fournie. D'accord? Ça permet de s'assurer du bon encodage. Alors, on va parler un peu de notre text area, puisqu'on parlait de ça. D'un autre côté, ci-dessous, vous avez par exemple la bibliothèque HTML Purifier, donc grosso modo littéralement purifie l'HTML pour aider avec certains cas d'utilisation. Les deux exemples sont effectués côté serveur pour échapper aux caractères et purifier le contenu respectivement des deux moyens efficaces d'empêcher l'utilisation abusive des utilisateurs et des attaques. Je vous en parlais, XSS, Cross-Site Scripting. La mise en œuvre des validations côté client et serveur garantit que on a oublié aucun détail. D'accord? Donc, on voit le requirements, on a notre path, ça gère un fichier PHP qui va purifier notre config. On fait un create default, donc on gère notre fichier de conf au niveau d'HTML purifier. Et après, pure now, on va générer une nouvelle instance. On l'instancie new avec purifier et on passe en paramètre notre $config. Et l'output, c'est notre variable pure now et on va lui demander de faire un purify sur l'input de l'utilisateur. Donc ce cas exact met en évidence l'importance de la superposition des défenses. Je vous ai dit, la cybersécurité, de toute façon, ce sont des strates de sécurité. C'est un millefeuille de sécurité. Chaque feuille a son importance. D'accord? Et ça montre aussi les limitations de la validation des entrées côté client. Donc, il faut utiliser soit les deux, soit faire quelques vérifications côté client et les plus importantes, les faire côté serveur. D'accord? Mais encore une fois, se focaliser uniquement sur la validation des entrées, c'est pas, la solution miracle, d'accord? Pour sécuriser votre application. Donc, des cas spécifiques justifient naturellement des exigences de sécurité spécifiques. Et donc, sur ce seul facteur, il est déjà évident qu'il existe plusieurs façons d'attaquer. Et encore une fois, sécuriser les entrées fournies par l'utilisateur, c'est compliqué et la mise en œuvre se fait par différents moyens, d'accord? Et ça fonctionne en couches, en strates, d'accord? Les uns avec les autres, les uns sur les autres même. Donc toutes les solutions également ne sont pas égales en termes de sécurité. La validation des entrées est une couche de sécurité importante que toutes les applications au niveau de la production devraient avoir. Cependant, rien n'est parfait, vous le savez. Votre validation d'entrée est peut-être fonctionnelle pour un cas d'utilisation spécifique, mais il existe naturellement parfois des limitations à toutes sortes en fait d'implémentation de sécurité. Sinon, il n'y aurait pas de hacking, d'accord? Et la validation des entrées, malheureusement, n'en est pas exemptée. Donc, vous ne pouvez pas rendre votre application entièrement résistante au XSS grâce à la validation des entrées seule. Il faudra également mettre d'autres contrôles qui peuvent être mis en place au niveau des entrées, qui vont encore une fois réduire la surface d'attaque de l'application, mais il n'y a pas un remède miracle, ça ne remédie pas au problème complètement. Pour une vulnérabilité XSS, naturellement l'application nécessiterait des couches de défense supplémentaires, telles que l'atténuation au niveau du navigateur. On a vu que par exemple Google Chrome par défaut bloque les XSS côté client, et empêche qu'elle soit exécutée dans le navigateur, côté client aussi. On peut utiliser des cookies sécurisés, on a des headers, des entêtes de politique de sécurité du contenu. Et pareil, échappement, purification des données, donc nettoyage, sanitizing, fourni par l'utilisateur. Donc, à la lumière de ces techniques de rémédiation, il est logique de relever chaque défi par lui-même. En effet, les vulnérabilités qui sont liées au SQL ou au protocole LDAP d'annuaire sont traitées différemment du XSS. Donc, encore une fois, on s'est dit, il y a une solution miracle. En gros, ce que j'utilise pour le SQL, ça va fonctionner pour le LDAP ou pour le XSS. Donc, il faut faire au cas par cas. Vous ne pouvez pas adapter la même formule pour les mêmes vulnérabilités. C'est pour ça que c'est un travail très compliqué. Autant c'est compliqué déjà de monter un projet, de faire du code, après de faire du code sécurisé, et après, encore plus dur, penser, encore une fois, à l'impondérable, à tous les cas de figure, d'accord? Et ça prend du temps, et ça demande des tests, et vous le savez, on est pressé, on fait à la va-vite, et déjà, des fois, on n'a pas le temps de pousser tous nos tests. D'accord? Alors,
Donc on voit hein, cette logique, l'application non seulement il faut qu'elle soit fonctionnelle, que ça passe, hein, on fait nos tests unitaires et pas que, mais il faut aussi valider après toutes les entrées, vérifier la sécurité de l'application. Donc à la limite, il faudrait quoi? Il faudrait un développeur qui code et qui crée la solution et un autre développeur qui sécurise l'application. Le problème c'est que maintenant vous avez besoin de deux codeurs alors qu'avant il y en avait qu'un, d'accord? Ou vous allez le former au DevOps, mais ça va lui demander encore plus de travail. Donc ça va ralentir parce que ça va lui donner une charge de travail qui est conséquente, hein. Donc encore une fois, il faut que ça soit réfléchi en entreprise. Et malheureusement, je crois que la plupart des entreprises essayent de trouver encore une fois des solutions trop basiques parce qu'on n'a pas envie de ralentir la vitesse des projets. Hein, le planning et malheureusement après c'est ce qui pose tous les problèmes de sécurité. Donc il y a pas de secret, il va falloir investir, mais il y a combien de boîtes honnêtement qui veulent investir en cybersécurité? Moi j'en vois pas beaucoup, donc ils se feront pirater. Donc si on doit résumer, hein, bien qu'il s'agisse d'un contrôle de sécurité très important, la sécurisation des applications implique les entrées fournies par l'utilisateur et ça ne doit pas s'arrêter aux simples validations des entrées en soi. Hein, comme on l'a vu, l'entrée utilisateur peut être valide, mais ça ne veut pas dire que ça ne signifie pas nécessairement qu'elle est inoffensive. D'accord? Donc on a de nombreux outils quadriciels qui sont utilisés et qui peuvent vous aider à sécuriser votre application. On a les nouvelles fonctionnalités dans du HTML5 qui peuvent aider à minimiser l'utilisation abusive de la forme d'entrée de la part d'un acteur malicieux. L'utilisation d'expressions régulières peut aider à filtrer ce dont nous avons besoin avec plus de granularité et les redex, hein, c'est très puissant, ça permet d'implémenter des filtres, donc on fera plus d'exercices, hein. Moi, je vous ai dit ça viendra dès que j'aurai le temps. Je vous mettrai toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur les redex et voilà, hein, on va continuer, on va faire un petit exercice avant de terminer cette vidéo. Donc, bien que les exemples qu'on va voir sont pas concernés par la sécurité des applications, ils aident à minimiser la surface d'attaque. Donc, pensez, on a différents choix pour réduire la surface d'attaque. Technique de validation côté serveur, échappement des sorties et utilisation de requêtes paramétrées. Donc ensuite, il faut être réaliste et pas essayer de résoudre les problèmes de sécurité avec uniquement la validation des entrées. Il n'y a pas qu'un seul contrôle qui pourrait empêcher les acteurs malveillants d'avoir de la persistance. Il faut, vous l'avez compris, superposer tous ces contrôles et c'est la meilleure façon d'avancer vers des applications un peu plus sûres. Maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, on a des redex, on va y accéder via la machine qui est fournie et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Il y a de username qui correspondent avec la syntaxe au-dessus. On peut faire un minimum, maximum. D'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous donnent quand même des indications parce que sinon on serait perdu. C'est de l'alpha numérique, minimum de 6 caractères. Ok. Alors, on va commencer. Donc après, vous construisez comme vous voulez dans votre tête. Moi, d'abord, je vais faire mon min-max. Donc, j'ai mon min, j'ai mon max. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut de l'alpha numérique. Donc là, il faut qu'on omette, parce qu'on a également des adresses mail. Donc il faut qu'on dégage tout ça. Alors, on reprend. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il nous faut notre début. Et oui, comme par hasard, je l'ai pas là. Donc excusez-moi, il faut que j'aille voler un accent circonflexe. Putain, mais ça m'agave. Ouais, je peux feinter comme ça. Ok, bon désolé, parce que je suis en train de galérer avec ce truc. Alors, donc qu'est-ce qu'on a dit? On reprend de A à Z, de A à Z, puisqu'on veut les majuscules. On veut quoi? De 0 à 9? Ok, on referme. Qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Notre min max, 6, 12. Et on a vu qu'il faut refermer. Vous vous rappelez? On ferme avec un $. Alors, Y, je lui passe un string. C'est mon payload. Et on veut quoi? Sur string. C'est le fichier qu'on veut Y. D'accord? Ok. Donc là, je récupère quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc même si ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, on a récupéré ça. Un nom d'utilisateur, voilà, consiste en un mot qui est compréhensible,
concaténé avec un nombre. Donc là, on a vu, c'est quoi? C'est user35. Alors, filtrer les mails. Combien d'emails fit avec la syntaxe above? Ah bah ça, on l'a vu. Alors, de A à Z, de A à Z, de 0 à 9, min-max, et notre min-max, on a dit 6, 12. On en a combien? Donc on en a encore beaucoup, d'accord. Il faudrait faire un tri. Là, c'est beaucoup trop grossier. Alors, essayons de faire plus intelligent. Y. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, je suis obligé d'utiliser son programme de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça. Je dois devoir supprimer ça. Là, il me le prend. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a vu? On commence par ça. Je peux lui dire wildcard. Tous les caractères. Hein, c'est ce qu'on a vu. Peu importe. Ensuite, note plus. Ça va être notre séparateur. Qu'est-ce qu'on sépare? Dans une adresse mail, qu'est-ce qui sépare? Bah, généralement, c'est l'arrobase. D'accord? L'arrobase sépare le nom, prénom, peu importe, la chaîne qui est avant, avec quoi? Avec le nom de domaine et le tld.com, d'accord? De l'adresse mail. Donc, ça peut être notre séparateur. Hein? C'est le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On recommence. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Point. Tous les caractères. Plus, c'est quoi le séparateur? Vous vous rappelez? Je vous ai dit, il nous faut un échappement, sinon ça ne passe pas. Il va comparer quoi? Il va essayer de substituer l'adresse email, Hotmail, avec com. Ou il nous faut quoi? Un séparateur pour notre .com. On fait un échappement avec notre anti-slash. Et on termine notre chaîne. Pas mal. D'accord? Alors je sais, si vous débutez, vous allez vous dire je ne comprends rien. Ben il n'y a pas de secret. Je vais te dire, tu vas pas comprendre avec cette vidéo. Il va falloir que tu fasses plein d'expressions régulières. D'accord? Pour pouvoir comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, je vais regarder si c'est bien ça, la réponse. C'est bien ça. Combien il y a de domaines uniques? Alors, on continue. On pourrait le faire à l'œil. Hein, c'est pas bien compliqué. Qu'est-ce qu'on a? Gmail, 1. AMG, 2. Yahoo, 3. Gmail, on l'a déjà. Faithful, ok. Try Avec Me, 5. Yahoo, on l'a déjà utilisé. Canary, 6. Hotmail, on l'a déjà utilisé ou pas? Non, 7. Try Avec Me, on l'a déjà utilisé. Donc 8 avec Alpha. Alors, les mails. Quel est le domaine du mail avec la partie partielle? Alors, avec Lewisham44, quel est le nom du domaine? C'est amg.com. Quel est le domaine avec MamiMax? MamiMax, c'est faithful.com. Hotmail, alors c'est Usenvol. Usenvolt, c'est bien ça. Combien il y a d'URL qui correspond avec la syntaxe qui est fournie? Donc on va utiliser des séparateurs, hein, là pour le coup, parce que pareil, l'URL, bah, c'est plutôt complexe. Donc il va falloir qu'on complexifie le truc. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Pareil, début de chaîne. Mais on lui précise que quoi? Que le jeton précédent est facultatif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir HTTP ou HTTPS ou pas. D'accord? Là, ça c'est notre jeton. Notre jeton, il commence où? Il commence à H et il finit ici. D'accord? Et ça, notre jeton, il veut dire quoi? Soit HTTP, soit HTTPS. Ok, il faut décomposer pour comprendre. Alors, ensuite, une adresse HTTP, c'est quoi? Généralement, c'est ça.
hein, HTTP, //. D'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. On pourrait le mettre, mais encore une fois, on peut tout simplement le remplacer par notre wildcard. Alors, comment je peux lui dire? Ben, je peux lui dire mon wildcard est minimum, hein, tu le sais, il y a quoi? Il y a 3 caractères. Pourquoi? Eh ben parce que 3. D'accord? Ça veut dire que ça vient de remplacer maintenant cette expression. Ensuite, il faut regrouper notre expression. On utilise le regroupement pour une meilleure gestion des regex. On va lui dire, il y a quoi? Ben, tu peux avoir aussi quoi? Tu peux avoir www, mais tu l'as pas forcément. Hein, là, tu vois que c'est Pfizer.biz. Hein, enfin, Pfizer. Wow, je commence à... Hein, là, c'est www.sample. Autant là, c'est Johnsnet. Là, c'est core.com. Donc, pareil, facultatif, pas obligatoire. Ensuite, si on suit, qu'est-ce qu'on a? Plus, on a quoi? On a un séparateur. Hein, on a HTTP, HTTPS, www ou pas. D'accord? Et ça se termine via notre TLD et un slash. Là, avant d'arriver à notre slash, il nous faut, généralement, c'est un point .com. D'accord? C'est un point .com. Donc, il faut que j'ajoute un point .com. Mais le point .com, je peux le remplacer par un point, puisque ça veut dire tout. Ok? Donc, point, c'est point tout. .fr, .com, c'est point, en fait. Hein? Et le problème, c'est que j'ai un point là. Donc, ce point-là, ça ne risque pas de marcher, puisque j'ai un plus. Donc, il faut l'échapper. Ok, on commence à être pas mal. Mais, .com plus quelque chose, c'est pas fini. À la fin, il y a quoi? Bah, il y a tout le reste. Tu vas avoir un anti-slash, tu peux avoir ce que tu veux. Donc, on va pas le préciser. Hein. Nous, c'est intéressé au HTTP, HTTPS, au // s'il y avait un W ou pas, le nom de domaine, hein, le sous-domaine, domaine, le TLD et quelque chose après. D'accord? Donc, on lui cale ça. Et ça, en théorie, ça devrait le faire. Point plus // qu'est-ce qu'on a vu? Point plus $. Ok. Alors, on nous dit combien d'heures? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et donc en HTTPS, bah, on peut reprendre. Hein, je fais sauter mes parenthèses. Donc si je reprends HTTPS, on veut pas les HTTP. Point, on veut notre longueur de 3. On a dit, on referme notre accolade. Ensuite, on bloque notre www, on les regroupe dans nos parenthèses. On passe à notre point plus ça, 2 fois plus $. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc ça conclut la vidéo. Je vous mettrai les vidéos que j'ai déjà faites sur les regex. Hein. On ne fait que survoler, c'est extrêmement complexe. Il faudra passer des heures et 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 des heures à perfectionner vos expressions régulières. Parce que autant ça vous servira en défense, autant ça vous servira en attaque pour faire de l'offuscation et des techniques de contournement de filtre. Ok? Puisque nous, en rouge, on attaque. Là, on a vu comment on pouvait défendre, d'accord? Donc, blacklisting, whitelisting, application de filtres. Pensez, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Servez-vous des fonctions intégrées. On a vu que le HTML5, eh ben, justement, est beaucoup plus évolué que les premières versions de HTML, hein, qui étaient dénuées de tout ça. Donc, profitez des moyens de vérification qui sont intégrés ou ajoutez vos propres blacklists, vos propres whitelists. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.